Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder, toujours dans l'étude de la beauté, la question de savoir s'il n'y aurait pas par hasard possibilité de faire une hiérarchie de la beauté. Alors la question, comme ça, elle paraît saugrenue, puisque telle que nous avons défini la beauté, il y a une énorme part de subjectivité. Donc du côté de la subjectivité, on ne peut même pas discuter. Les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Ce n'est donc pas de ce côté-là que je voudrais regarder. C'est du côté de l'objet qui va déterminer une rencontre subjective. Donc est-ce que du côté de l'objet qui est produit par exemple par un artiste, est-ce qu'il n'y aurait pas en soi, en lui, une intention, un projet qui vise à tel ou tel degré de beauté? Alors pour comprendre ce que je veux dire, voilà. D'abord, dans les œuvres d'art, on sait que ce qui porte l'œuvre d'art, ce qui est sa source, c'est l'idéa de l'artiste. Et l'idéa de l'artiste, elle est portée par son imagination, accompagnée de toute sa sensibilité, et de son intelligence qui choisit quelque chose de précis qu'il veut manifester dans son œuvre. Il peut donc y avoir du côté de l'idéa de l'artiste quelque chose qui va plus ou moins profondément dans l'homme. Je veux dire par là que l'homme peut être par exemple sensibilisé, l'homme artiste, uniquement au niveau d'une forme extérieure qu'il veut manifester. Par exemple, un peintre qui voudrait juste reproduire un pont qui est beau, sans mettre autre chose que la beauté de sa forme avec sa lumière. Eh bien, c'est autre chose qu'un peintre qui, dans son intention, voudrait, par exemple, manifester à travers ce pont l'infini du ciel qui est derrière et qui fait dans un mouvement que le pont semble se diriger vers quelque chose d'autre. Donc on le voit, au niveau de l'idéa elle-même, il peut y avoir une intention de l'auteur qui est plus ou moins profonde, plus ou moins recherchée. Autre chose de se contenter de la représentation d'une chose sans y mettre particulièrement un sens. Et autre chose, c'est de fonder sur cette représentation volontairement, dans l'idéa de l'artiste, un niveau de sens profond, caché, symbolique. Alors, maintenant, du côté de l'œuvre elle-même, telle qu'elle est, produite, eh bien, normalement, l'intention, je veux dire l'idéa de l'artiste, elle apparaîtra forcément. Je veux dire par là qu'un artiste qui est simplement quelqu'un qui copie des paysages et qui ne met rien d'autre que de la copie, eh bien, on peut être à peu près certain que ses œuvres ne porteront pas cet élan de force qu'on peut trouver par exemple chez un Van Gogh, qui lui, certes, s'inspire de paysages, mais qui y met son âme, ça se voit, ça transpire dans toute son œuvre. Personne ne peut le nier. Et son âme, elle est particulière. C'est une âme blessée, une âme en recherche d'amour humain, mais aussi d'un sens sacré à la vie. Donc si on considère Van Gogh comme un génie, et si on ne considère pas un simple reproducteur de paysages divers qui fait très très bien avec virtuosité comme un génie, c'est qu'il y a sans doute effectivement un degré dans l'inspiration et donc dans l'œuvre. Alors donc, je voudrais établir à travers plusieurs exemples d'œuvres et je voudrais me pencher sur deux choses. Je pourrais le faire sur toute forme d'art, mais je voudrais prendre des exemples dans la peinture et puis en prendre dans le cinéma. Alors, voilà comment je vois les choses. Une œuvre, donc qui est fondée sur une idéa, elle peut faire vibrer, puisque la beauté, c'est la rencontre entre cette œuvre et un sujet qui la voit. Elle peut faire vibrer plus ou moins profondément dans l'homme. Alors, je ne tiens pas compte ici forcément de la subjectivité. Je veux dire par là, pour reprendre l'exemple de mon pont, celui qui aura vécu toute sa vie à côté de ce pont et qui voit ce tableau, qui ne paye pas de mine, il aura peut-être une émotion immense, qui ne sera pas le cas d'un étranger
parce qu'il n'a pas de vécu avec ce pont. Donc ce côté-là, je le laisse tomber. J'essaye de ne regarder que l'œuvre elle-même et éventuellement l'intention de l'artiste quand je la connais, pour voir si en elle-même, il n'y aurait pas une intention, un idéal, un projet de beauté particulier, plus ou moins élevé. Donc, si une œuvre, par exemple, n'est faite pour plaire qu'aux seules sensations, exclusivement, que l'auteur, volontairement, ne veut pas susciter une émotion artistique dans la sensibilité, dans les passions, ni dans l'imagination, il s'est contenté simplement de représenter quelque chose, eh bien, je dirais qu'il y a là une œuvre qui ne peut faire vibrer en soi, en tout cas selon l'idée de l'auteur, que les sens. Et donc, je voudrais en montrer une. Il y en a. Ce sont des peintres contemporains qui, volontairement dans leur intention, avaient décidé d'abstraire leur production, non seulement de toute signification, mais à la rigueur de toute représentation. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas représenter un objet particulier. Donc ils voulaient juste qu'il y ait par exemple des couleurs, mais si on leur demandait qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de réponse, c'était volontaire. Ils faisaient un art abstrait. Leur intention, c'était de manifester une beauté qui touche le sens de la vue, éventuellement de rechercher le sensible propre par excellence. Alors voici par exemple un tableau de Reinhardt qui date de 1913. Donc c'est du noir, avec peut-être à l'intérieur quelques lignes noires, et il n'y a rien d'autre. On ne peut pas chercher qu'est-ce que ça représente. Ça ne représente rien, c'était volontaire, c'est un art abstrait. Dans le même genre, il y a cette œuvre de Vasarely, qui date des années 60, et qui montre des formes qui sont amusantes à regarder, parce qu'il y a comme des effets de relief. Et bien, ces deux peintres, ils voulaient juste jouer avec les couleurs. Et effectivement, cette œuvre, on peut peut-être l'acheter, elle peut peut-être plaire, mais son intention, ce n'est pas de susciter une émotion sacrée, c'est plutôt de toucher simplement le sens de la vue, et c'est tout, pas plus que cela. Donc je dirais que c'est le degré, pour moi, le plus bas de la rencontre entre l'homme et l'œuvre, puisque justement, elle ne fait vibrer, éventuellement pour quelqu'un qui est préparé, que la vue, et puis peut-être une curiosité intellectuelle. Le but n'est pas de susciter autre chose. Alors évidemment, dans les deux œuvres que j'ai montrées, il y a une recherche d'abstraction vraiment profonde. Les formes sont géométriques. Donc je dirais même que là-dedans, l'émotion humaine, elle aura vraiment du mal à apparaître. Ce qui n'est pas le cas pour ces œuvres que je vais montrer, où les formes sont un peu plus douces, un peu plus fondues, moins géométriques. Et donc peut-être que l'homme peut retrouver là-dedans une petite émotion, parce que ça fait penser à des ciels, à du feu. Et donc tout de suite, celui qui regarde l'œuvre, il y mettra peut-être une petite signification. Donc on touche quelque chose d'un peu plus profond dans l'homme. Donc ces œuvres-là, par exemple, alors on peut voir dans l'œuvre en noir qui est là, une émotion, une force, effectivement. Cependant, il faut se souvenir qu'à un moment donné, il y avait eu un sketch à la télévision où une œuvre comme ça avait été présentée à un critique d'art qui avait vu toute la force de l'inspiration. Et ensuite, quand on avait montré l'artiste, on s'était rendu compte que c'était tout simplement une queue de vache trempée dans de la peinture. Comme quoi il faut de la méfiance. Cet art extrêmement abstrait, on se demande s'il aura, comment dirais-je, un devenir. C'est ce que pensent les personnes qui l'achètent. Parce qu'elles comparent habituellement avec ce qui s'est passé pour quelqu'un comme Van Gogh et pour tout l'art de la fin du XIXe siècle, qui à l'époque était moqué, les gens ne comprenaient pas, et qui maintenant vaut des fortunes. Donc certaines personnes pensent que ça se reproduira pour l'art contemporain vraiment abstrait, celui qui refuse une représentation qui puisse être reconnue, et même une signification éventuellement. L'art le plus abstrait, c'est quand il rejette les deux. Mais quand il y a une certaine signification, c'est-à-dire que l'auteur donne un titre à son œuvre, on peut dire que là, peut-être il n'est pas totalement abstrait. Alors je voudrais montrer au-dessus un art qui garde une représentation, véritablement,
Mais c'est une représentation où l'auteur n'a pas forcément voulu donner de signification. Il a simplement voulu représenter la réalité telle qu'elle est, sans inspiration particulière, mais dans sa beauté réelle, dans son réalisme. C'est par exemple l'art du portrait. L'art du portrait, mais un portrait stable, stabilisé, pas un portrait où l'émotion transparaît de la personne. Cet art-là, il a été remplacé par la photographie au XIXe siècle. Et bien voilà ce que ça donne, lorsque c'est une œuvre beaucoup plus ancienne. C'est une œuvre du XVIIIe siècle qui représente une dame telle qu'elle était habillée à l'époque, avec tout de même une recherche, un arbre derrière, un ciel. Mais il n'y a pas particulièrement d'émotion. C'est la même chose pour cette œuvre-là, qui représente donc deux ecclésiastiques, qui simplement, pour la postérité, laissent leur portrait. C'est une œuvre du XVIIe siècle qui représente le pape Grégoire XV. Eh bien, je dirais que dans ce deuxième aspect de l'art, ce qui est touché, c'est certainement les sensations, parce que les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment extraordinaire ce qui a été fait comme travail. Et ce qui est touché aussi, c'est une certaine intelligence historique, qui voit un petit peu comment les gens se costumaient à une certaine époque. Eh bien, comme ça ne fait vibrer que des choses qui sont un peu extérieures à la beauté, dans son rayonnement, la splendeur de la forme, pour ne manifester qu'une splendeur, mais une splendeur historique, je dirais. Eh bien, je pense qu'on touche là à un art qui n'est pas le plus grand qui existe, dans le domaine du beau. Il lui est difficile de susciter une émotion plus profonde que celle que je viens d'indiquer. Alors que, si on regarde maintenant l'œuvre suivante, qui est une simple esquisse faite à la va-vite par Léonard de Vinci, donc ici un visage, on voit toute l'émotion qui est dedans. Et lorsqu'on la regarde de près, lorsqu'on se prête à une contemplation artistique, on verra que ce n'est pas du tout simplement un art du portrait posé. C'est autre chose. Il y a là quelque chose qui est exprimé volontairement par l'auteur, quelque chose qui touche peut-être même le fond de l'âme humaine, en tout cas les émotions. Donc c'est la même chose pour cette jeune fille au bain, peint par Léonard de Vinci, ou plutôt dessiné par Léonard de Vinci. Il ne se contente pas de rechercher l'esthétique. Dans son visage, il y a quelque chose de fragile, une douceur. Et c'est ce que le peintre, visiblement, a su et a voulu exprimer. Si on se laisse porter par ces œuvres, eh bien je dirais que notre sensibilité est touchée beaucoup plus profondément que par les précédentes. Elle est touchée dans une émotion plus profonde, quelque chose qui est de l'ordre du sentiment. L'imagination aussi peut s'enflammer. Ce n'est pas seulement un portrait officiel, technique. Donc, dans la distinction que je fais, si j'admets qu'une œuvre est davantage belle, si elle est capable de provoquer une émotion plus profonde, qui atteint davantage mon être, alors je dirais que ces deux œuvres-là sont plus artistiques, plus belles que les œuvres précédentes, les simples portraits. Alors évidemment, dans le domaine de ces œuvres capables de susciter en nous les émotions les plus fortes, on peut dire que c'est immense. Ce cri, par exemple, fait par Munch au XIXe siècle, eh bien, c'est pas la peine, il suffit de le regarder simplement pour voir toute la détresse qui émane de cet enfant qui est sur un pont. Et je dirais que plus une œuvre picturale comme celle que j'indique est capable d'indiquer toutes les émotions humaines, la colère, la haine, l'amour, la joie, la tristesse, etc. Eh bien, plus dans ce domaine-là, on pourra dire qu'elle est capable d'atteindre à la beauté. Alors, il y a évidemment dans l'homme plus que ses facultés sensibles. L'homme, effectivement, est doté d'une sensibilité, comme je viens de l'indiquer, mais aussi d'une intelligence, d'une volonté, c'est-à-dire d'un esprit. Et lorsqu'on touche à quelque chose qui est plus que l'émotion, mais qui est de l'ordre de la signification, donc une signification symbolique, puisque à travers une représentation, on va tout de suite toucher
au niveau de l'intelligence, quelque chose qui est signifié par l'auteur, parfois volontairement. Eh bien, puisque ça va plus loin, je dirais qu'il y a là des œuvres qui, sans doute, atteignent plus profondément le cœur de l'homme. Si je prends par exemple le détail d'une fresque de Orozco, eh bien, je vois que l'intention directe de l'auteur, c'est de mettre un sens symbolique. Là, c'est clair, le fusil, le visage recouvert, donc tout ça manifeste la détresse qui peut arriver lors de la guerre. Cependant, il n'y a pas besoin que l'artiste ait voulu comme cela clairement mettre des symboles dans son œuvre pour que l'œuvre soit symbolique. Je dirais que ce qui fait la grandeur de toute œuvre qui est profondément belle, c'est que par nature, elle ne fait pas que représenter. Tout de suite, on s'enfuit à travers elle dans une signification plus profonde qui est cachée. Eh bien, dans le domaine suprême, à mon avis, de l'art, c'est quand une représentation, quelle qu'elle soit, permet à l'intelligence de l'homme de ne pas en rester simplement aux significations horizontales, donc le bonheur humain, la joie, la tristesse, la mort, mais qu'elle lui permette de s'évader dans la recherche d'une signification d'ordre sacré, vertical, qui le fait porter vers ce qui caractérise le destin humain, sa conscience de sa fragilité, son espérance qu'il y a quelque chose après la mort. Et donc sans doute que les plus belles œuvres d'art à ce niveau d'analyse, je ne parle pas celles qui susciteraient le plus d'émotions, mais celles qui pourraient faire vibrer le plus l'homme vers les tréfonds de son âme, eh bien ce serait l'art sacré. Et l'art sacré, c'est pas forcément l'art religieux. C'est un art qui nous fait dépasser le terre-à-terre pour nous inviter à ce qu'il y a de plus profond en nous, une quête de l'infini, je dirais, en quelque sorte. Alors on trouve un peu ça dans cette œuvre de Géricault qui raconte l'atroce naufrage de la Méduse, le radeau de la Méduse. Mais tel qu'il est représenté, puisqu'il n'est pas conforme à la réalité qui est beaucoup plus triviale, il montre plutôt l'humanité tout entière qui est sur un radeau avec sa détresse et la recherche d'un salut éventuellement, donc avec ces gens qui appellent au loin un petit bateau qui pourrait les sauver. Alors je ne suis pas sûr que Géricault ait voulu mettre ça dans cette œuvre. Je dirais que c'est là où l'œuvre est magique parce qu'elle sort de l'appartenance à l'artiste. Il faudrait l'interroger pour savoir si c'est ça qu'il voulait dire. Mais en tout cas, celui qui la regarde, en fonction de ce qu'il est, peut très bien, à un certain moment, sentir ce souffle qui n'est pas simplement terrestre. Alors évidemment, lorsqu'on parle des œuvres religieuses, donc les œuvres avec des personnages religieux comme le Christ ou Osiris, Isis, qui véritablement, eux, déterminent tout ce qu'ils vivent par ce côté sacré, on peut dire que l'œuvre, normalement, elle permettra d'aborder ce rivage du côté sacré. Alors j'en montre simplement une. Il s'agit de Sainte Agnès, une petite martyre, tuée pour sa foi à l'époque romaine. Elle est de Giuseppe Ribera, au XVIIe siècle. L'œuvre n'est peut-être pas d'une facture extraordinaire, mais il suffit de regarder cette jeune fille qui va être livrée à la mort, et effectivement, on peut être pris, surtout si on connaît l'histoire, par ce souffle du sacré, de la fragilité qui est sacrifiée injustement. Alors on le voit, ce genre de classification n'a rien à voir avec celui qui serait l'ordre historique ou l'ordre des écoles. Je dirais que chaque école, à la rigueur, chaque style, pourrait produire plus ou moins profondément cette émotion qui est la beauté vécue. C'est donc bien une recherche de classification philosophique. Ça veut dire qu'elle cherche à connaître avant tout l'homme qui est sujet et qui ressent, qui voit la beauté, plutôt que de toucher, je dirais, les études classiques d'art. Alors, on peut s'amuser à faire exactement le même genre de classification, donc en fonction de la profondeur qui peut être fait vibrer à travers le cinéma. Et alors, je le ferai sans aucun mépris. Je manifesterai justement, simplement,
pour qu'on comprenne les niveaux qui sont visés par le producteur du film lui-même. Un film qui, par exemple, ne serait fait que pour toucher les yeux, donc des sensations, par rapport à des paysages magnifiques, par rapport à des animaux, eh bien ce serait tout simplement un documentaire animalier, mais qui ne va pas plus loin qu'un documentaire animalier, qui montre des images. Il peut y avoir véritablement recherche d'esthétique, avec des ciels particuliers, des points de vue, des arbres en contre-champ, etc. Donc il y a bien une recherche de beauté, mais parfois c'est simplement la beauté du fait qui est donné, brut, donc de l'ordre du reportage. Alors au-dessus de ça, il peut y avoir un film qui, outre ses sensations, comme je viens de l'indiquer, veut faire rêver, ça veut dire veut entraîner l'imagination du spectateur dans quelque chose qui est plus qu'un simple reportage. Alors souvent ce sera accompagné de commentaires, de musique, qui vont mettre en valeur, éventuellement, pourquoi pas les mêmes images animalières. Mais l'intention n'est plus la même. Et si la musique est choisie judicieusement, on obtient véritablement une émotion plus profonde. Alors évidemment, le domaine des émotions est très large. Et il y a des films qui visent simplement à produire des émotions, sans chercher autre chose. Donc, les émotions humaines les plus horizontales, l'amour, la joie, la tristesse, la colère, comme je l'indiquais tout à l'heure. Si on regarde un film comme Pretty Woman, qui raconte l'histoire d'une prostituée qui va sortir de sa prostitution en tombant amoureux d'un homme qui va se révéler un véritable gentleman, et donc qui va la sortir de cette vie, eh bien, on est touché par une émotion. Il n'y a rien d'autre qui est recherché que ça. Et ce film marche. Il a touché des générations. Certains films, toujours au niveau des émotions, veulent provoquer le rire. Est-ce que le rire est une émotion moins grande que l'amour? Je dirais oui, certainement. Mais je le rangerais dans cette catégorie-là. Il est certain que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus recherché parmi les émotions humaines. Le rire, on le range habituellement dans les films inférieurs. Donc les beautés qu'on considère comme mineures par rapport aux émotions que je viens d'indiquer. C'est possible que ce soit vrai et que les gens le ressentent comme cela. Simplement, il ne faut pas moquer le cinéma comique. C'est quelque chose de très important aussi et que je rangerai dans ce genre-là. Alors évidemment, au-dessus de ça, il y a le film qui non seulement montre des belles images, non seulement suscite des émotions, mais qui a une signification profonde, véritablement, qui veut faire passer un message où on comprend quelque chose sur l'homme. Alors évidemment, si je prends les émotions les plus graves de l'homme, comme par exemple celle de l'injustice, celle qui nous met face à la guerre, on pourrait penser au film La Déchirure, un film qui met en scène les crimes des Khmers rouges au Cambodge dans les années 75. C'est un film qui a des images magnifiques et qui montre un homme qui fera tout pour sauver le petit enfant de son propre bourreau. Il ne se contente pas de susciter une émotion pour l'émotion. Il y a une réflexion sur ce que peut faire l'humanité, sur le crime absolu qui peut se passer. Donc, c'est l'intelligence elle-même qui entre dans une forme, je dirais, de beauté, beauté d'une compréhension de quelque chose qu'elle n'avait pas saisi jusque-là. Et alors, je rangerai au-dessus de tout le cinéma qui provoque tout ça, tout ce que je viens d'indiquer, parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est plutôt comme un étage qu'on met au-dessus d'un autre. Donc je le disais, des belles images, des sentiments humains profonds, une réflexion philosophique de haut niveau, et puis, au-dessus de tout, le sens du sacré, le sens du destin éternel de l'homme, le sens de la sagesse, que cette vie a un sens, etc. Eh bien, lorsqu'on touche à un film qui est capable de susciter une émotion sacrée, je pense qu'on se touche au sommet de ce qui est possible dans le domaine de la beauté. Alors, je voudrais citer quelques films qui m'ont touché puisque je suis au cinéma.
Par exemple, le film bien connu qui s'appelle Gladiator. Lorsqu'on regarde la recette qui fait ce film-là, eh bien on verra tous les ingrédients que j'ai indiqués. D'abord des images magnifiques, reconstitution de combats, reconstitution des uniformes romains, une bataille contre les Germains. C'est extraordinaire. Et dès le départ, ce sens du sacré, ça veut dire le général romain qui dit « Et si, au cours du combat, vous voyez une grande lumière, sachez que vous êtes aux Champs-Élysées ». Ça commence comme cela, et ça va être une note pas trop prégnante, mais présente tout au long du film. Au niveau des émotions humaines, il y a le scandale de la vengeance de ce jeune empereur qui fait tuer la femme et l'enfant du gladiateur, du général romain qui deviendra gladiateur. Au niveau de l'admiration par rapport à un comportement humain, il y a son sens de l'honneur, cet honneur de cet homme qui, parce qu'on a tué sa famille, veut la venger. C'est de l'honneur, c'est quelque chose qui, tel qu'il est vu dans le film, n'est pas simplement de la vengeance basse. C'est pas souffrir pour faire souffrir, c'est parce que sa femme, on lui a tué. Donc c'est ce qu'il y a de plus grand dans un homme. Et puis, au terme du film, toujours ce sens du sacré qui revient. Quand ce combattant est blessé et qu'il va mourir sur le combat, eh bien on le voit comme s'il s'envolait pour partir peut-être dans un autre monde où il retrouve sa femme. Et d'ailleurs, la femme, avec une musique magnifique, apparaît à ce moment-là, comme si elle était présente. Est-ce qu'il a voulu suggérer que tout ça avait finalement un sens? C'est possible, en tout cas, à celui qui regarde le film de le comprendre. On voit exactement la même chose dans un film comme Titanic. Donc l'histoire de ce bateau qui a coulé en 1912. Et, outre les images belles, l'histoire d'amour qui est dedans, donc les degrés de beauté que j'indiquais, et qui plaisent, il y a la scène finale. La dame qui avait reçu de la part de son fiancé en train de mourir dans l'eau glacée, qui avait reçu la vie qu'elle devrait vivre, qu'elle mourrait dans son lit, qu'elle ne mourrait pas maintenant, mais qu'elle aurait beaucoup d'enfants. Et la dernière scène du film montre cette vieille femme, donc presque 80 ans plus tard, qui est dans son lit, les photos défilent comme si sa vie passait devant ses yeux. Et puis, elle descend vers le bateau qui est au fond, dans la mer, tout rouillé, et qui tout d'un coup s'illumine, se remplit de vie. Et là, qu'est-ce qu'elle retrouve? De nouveaux jeunes, de nouveaux vivants. Toutes les personnes qui étaient mortes pendant le naufrage. Est-ce que l'auteur a voulu signifier qu'elle était morte et que le naufrage du Titanic n'était pas désespérant, qu'il y avait une vie, une justice, des retrouvailles de l'autre côté, que l'amour serait plus fort? En tout cas, on peut le prendre comme ça. Et si c'est cela, c'est bien une beauté qui touche au sacré, qui est dans ce film. Je crois qu'on peut faire ce genre de recherche, ce genre d'analyse, sans la pousser trop loin, puisque toujours, certaines personnes ne ressentiront pas du tout ce que j'ai indiqué. Il y a la partie subjective qui compte en premier. Mais on peut faire ce genre d'analyse au niveau de tous les arts, pratiquement. Certains, dans un diamant parfaitement taillé, auront des idées d'infini, donc verront la lumière sans fin à l'intérieur de cette pierre. Et d'autres y verront simplement une jolie couleur qui frappe les sens. Donc ça, c'est l'aspect subjectif. Mais dans l'architecture même, qui est un des 7 arts majeurs selon les Grecs, eh bien, on peut voir ces distinctions que j'indique. Une petite maison familiale avec un jardinet. Ça indique l'émotion de quelque chose qui est horizontal et qui donne le bonheur familial. Une cathédrale gothique dont les flèches tendent vers la lumière, dont les dentelles de pierre ne laissent presque plus voir la pierre. C'est autre chose qui est signifié. C'est une dimension verticale. Certains y verront peut-être l'orgueil de l'homme qui a une civilisation réussie, mais ce qu'ont voulu faire passer les auteurs, c'est plutôt la quête de Dieu. Alors que dans les églises gothiques, c'est plutôt l'intériorité de la prière. Et toute la question, c'est de savoir, alors que ces églises dont je viens de décrire les styles portent au sacré, s'il n'y a pas eu des églises contemporaines faites dans du béton, dans du gris, sans lumière, autre chose que de la lumière froide, la lumière mécanique des usines.
Si par hasard, les artistes qui ont pensé ces nouvelles églises, parfois, n'avaient pas perdu le sens du sacré pour en faire plutôt une demeure du peuple, une salle polyvalente. Si c'est le cas, alors on peut dire que leur art est raté. Parce que la religion, évidemment, elle n'est pas simplement la réunion du peuple, elle est la réunion du peuple de Dieu en marche vers la lumière. Donc voilà ce que je pourrais dire pour aider à se forger soi-même une sorte de jugement artistique sur les œuvres. Je suppose qu'il y a certainement d'autres manières de voir et que le domaine des débats, des discussions est très vaste ici. N'empêche que j'espère que cette leçon aura manifesté une certaine capacité de classer, le terme est très vilain, de classer tout de même, les inspirations, les idéas et les œuvres réalisées en fonction de la profondeur qu'elles peuvent atteindre dans le cœur humain.